Quel était ton environnement? Qu'est-ce qui t'a poussé à l'entrepreneuriat? Au moment où tu me poses cette question, il y a de l'émotion parce que c'est pas prévu en fait. Ta croyance elle est forte, moins tu as besoin d'énergie pour te passer à l'action. Parce que je fais une grande montée d'un point de vue ascenseur et ensuite il y a la descente. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nordine, Barakallahu fik de faire partie. C'est la première fois que tu fais une interview comme ça? Avec toi? Du moins avec pour quelqu'un? Non, non, j'ai déjà fait quelques-unes. Hein. C'est vrai? Ouais. En tout cas, ça me fait plaisir de pouvoir t'interviewer. Partager. Et je tenais vraiment à t'interviewer. Donc là, pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, on sort d'une semaine en immersion. Une immersion que tu as organisée avec tes clients. Tu as fait l'honneur de m'inviter et de pouvoir intervenir. Et je voulais vraiment, pour on va dire, clôturer cette immersion-là, t'interviewer et propager aux gens un peu ton parcours. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de tes, j'aime pas dire erreurs, mais de tes, on va dire, réussites et de tes expériences professionnelles. Et comme il est coutume de faire, est-ce que tu pourrais juste te présenter pour commencer par la classe? Bien sûr, avec grand plaisir. Déjà, avant tout et pour tout, je te remercie pour cette invitation. C'est plaisir partagé. Pour me présenter, donc mon rapport c'est Nordine Abouleix, je suis formateur et consultant. Et j'ai maintenant 11 ans d'expérience entrepreneuriale. Je suis dans ma 12e année, bien là. Je fais de la formation depuis 2017, du coaching en groupe depuis 2020. Et donc, alhamdoulilah, j'ai pu acquérir une forte expérience dans ce domaine-là. Avant ça, j'avais fait 15 ans, actuellement j'en suis à ma 15e année également d'expérience professionnelle dans la création de sites web. Okay. Malgré tout, même si c'est plus mon activité, j'essaie de rester connecté à la réalité du marché. Et justement, ce parcours-là, ces expériences-là m'ont permis de créer le coaching que je produis actuellement, que je propose actuellement, qui est la mise en place d'une machine à générer des clients haut de gamme pour mes clients. Donc j'accompagne littéralement à mettre en place ce genre de système. L'objectif pour eux, c'est qu'ils puissent se libérer un maximum de temps, d'énergie et accessoirement d'argent. Machallah. Non, c'est bien, j'ai pu voir, du coup j'étais là, donc j'ai pu voir le contenu que tu leur proposais. Et alors ma belle, qui est qualitatif, et j'ai pas ça parce que tu es là. Il y a un truc que j'aime bien dans ta pédagogie, c'est que tu es comme moi. Il y a la pédagogie par l'expérience, l'expérimentation, la métaphore aussi. Et ça, je trouve que c'est super important pour se visualiser, se projeter. Donc du coup, je voulais revenir un peu sur ton parcours. Quel était le Nordine de l'enfance? Est-ce que tu as grandi dans une famille entrepreneur? Et on peut y venir, c'est ça qu'au moment où tu me dis ça, il y a de l'émotion qui revient parce que instantanément, il y a un épisode en particulier qui arrive et je pourrais te le raconter, Inch'Allah, dans un instant. Donc si on parle de l'environnement, ma famille les membres de ma famille sont essentiellement des salariés. Il y avait beaucoup de cadres, donc c'est-à-dire que très tôt, j'avais choisi comme vocation l'informatique, le monde de l'informatique. Je crois qu'à 14 ans, j'avais pris la décision ferme et inconditionnelle de devenir ingénieur informatique. Donc j'ai fait toutes mes études par rapport à ça. J'ai fait 5 années d'études, principalement dans la communication et l'informatique, tout ce qui est développement en base de données. Donc ça, c'est vraiment mon ancien métier. Et comment dirais-je, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui a fait le déclic qui a fait que j'ai complètement changé de voie en fait. Et surtout que, je dis ça parce que dans mon parcours, le métier que je faisais, c'était un métier à l'époque en tout cas qui était vraiment recherché. C'est la base de données. Aujourd'hui, ça l'est toujours d'ailleurs. C'est toujours des compétences qui sont recherchées, qui sont demandées, qui sont nécessaires. Et pour revenir un petit peu dans l'historique, c'était en 2011. Un an avant la fin du salariat pour ma part. La fin du salariat. En fait, j'étais parti à l'Umra et donc je venais un petit peu aussi rentrer dans le djinn, je venais vraiment le découvrir en fait. Et donc je vais à l'Umra et je sais pas pourquoi, lors de ce voyage-là, donc ça s'était très bien passé, il n'y a pas eu d'événement spécifique en fait. Mais à ce moment-là, Allah a mis vraiment dans mon cœur la volonté ou l'envie de devenir, dans ma tête, le mot que j'avais à l'époque, c'était commerçant. D'accord. Et je sais pas pourquoi. Vraiment, si ce n'est ce qui avait été placé dans mon cœur à ce moment-là. Et à partir du moment où j'ai eu ça, j'ai eu vraiment l'envie de devenir indépendant en fait. Et à ce moment-là, le fait de découvrir cette djinn me montrait que le salariat n'était pas compatible avec notre mode de vie. Surtout quand tu fais un petit tour à Mecca et tu as l'impression d'être dans une autre planète, en fait, dans un autre monde. Littéralement, tu n'as vraiment pas l'impression d'être sur Terre. Il y a beaucoup de déclics pendant ces périodes-là, c'est vraiment... Et c'est là que tu te dis finalement l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus adapté que le salariat pour cela.
Donc c'était ça le déclic. Est-ce que c'est pas indirectement le fait que tu t'es dit, donc on revient sur le why profond, mais en fait c'est cette ville-là que je veux pouvoir aller à Omra comme je le veux, je le désire, je veux pouvoir être libre en fait finalement. À ce moment-là, pas tellement, parce que, pour être transparent, parce que j'étais dans le salariat, mais j'étais dans une position comme très confortable. D'accord. On avait des magnifiques locaux, primes de fin d'année, meilleure cantine de France. On avait un chef pâtissier. Même, j'aime bien dire que, chef cuisinier, mais aussi chef pâtissier, du coup. J'aime bien dire qu'en fait, il y avait des pâtisseries dans notre cantine, là, si on peut appeler ça comme ça, notre self, des pâtisseries qu'on trouve même pas en boulangerie. Incroyable. Que moi, je me suis, c'est la seule fois de ma vie où j'ai réussi à prendre du poids. D'accord. Moi, c'est un mode de vie très confortable. Donc, à ce moment-là, j'avais pas le sentiment d'être emprisonné ou de manquer de liberté. Surtout qu'on est censé avoir le statut cadre à ce moment-là. Et donc, à partir du moment où tu fais ton job, même si c'est pas toléré de faire pas beaucoup d'heures, à partir du moment où tu fais ton job, j'avais pas vraiment l'impression d'être vraiment contraint. Donc, tu n'as pas réussi à identifier vraiment ta motivation profonde C'est juste que dans mon cœur, c'était incompatible. Après, vraiment, par contre, ce que j'avais identifié, c'est que c'était plus du tout compatible avec mon mode de vie ou le mode de vie que je voulais prendre. J'avais du din, en fait. Tu es entouré par tes collègues, même s'ils sont très sympathiques à mon égard. Malgré tout, c'est plus du tout le même mode de vie, c'est plus la même vision de la vie et plus les mêmes ambitions surtout. Il y avait ça par contre que j'avais capté à l'époque, c'est que j'avais senti à l'époque que le salariat était un frein à mon ambition. Et pourtant, j'avais pas du tout suffisamment, en tout cas à l'époque, d'estime de soi pour comprendre que j'avais de l'ambition. On m'a toujours restreint. L'environnement a toujours été hostile à cela. Et donc, malgré tout, je sentais que c'était pas propice à mon développement. Du coup, comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu démissionnes? Est-ce que c'est une fin de contrat? Comment ta transition se fait jusqu'à l'entrepreneuriat? À ce moment-là, j'étais sur une fin de contrat et je poste comme ça par principe, ou plus par automatisme, quelques CV. Et je passe des entretiens, ça se passe très bien. Mais là, j'avais vraiment dans ma tête en fait et dans mon cœur, finalement, le divorce était acté avec le salariat. J'avais fait pour le principe, et c'est ça le truc, c'est que ça s'était bien passé. Justement, peut-être que je voulais pas avoir de regrets. J'ai testé et après, je me suis lancé en tant qu'indépendant. Donc, tu as commencé par quoi Et en fait, j'ai commencé par douche froide. Ah ouais? En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans mon domaine, j'étais bon. Et en tout cas, c'est ce que disaient mes managers, ou voilà, ce que disaient mes managers. J'étais bon, je faisais du développement, je faisais du web. Tant d'un point de vue professionnel, mais que d'un point de vue également perso. Et donc, je me suis dit, ok, Nordine, t'es bon, t'es intelligent, tu vas te lancer, tu vas cartonner. Tu vas te lancer en tant qu'indépendant, tu vas cartonner, parce que le mot indépendant, c'est quelque chose qui était déjà connu à l'époque. Et naturellement, c'est le mental que j'avais en tant que salarié, et c'est le mental qu'on retrouve chez tous les salariés. C'est si t'es bon dans un domaine, tu vas être bien payé. T'es un bon développeur, tu auras un bon salaire. T'es un bon docteur, tu auras un bon salaire. T'es un bon ingénieur, tu auras un bon salaire. Donc moi je me suis dit, c'est bon, t'es un bon webmaster ou t'es un bon développeur, c'est bon. Et en plus, voilà, j'avais quand même conscience de certaines capacités. Une certaine capacité, voilà, tout à fait. Et je me suis dit, ça va être facile carrément. Vraiment... Donc tu as fait une erreur que certaines personnes font, c'est en vérité, le métier, par exemple, d'un menuisier ou d'un webmaster indépendant, c'est entrepreneur. Et c'est non pas être webmaster ou menuisier. Exactement. Donc, toi, tu as repris les codes du salariat et tu as voulu te les réapproprier alors que tu aurais dû devenir entrepreneur. Donc, comment s'est matérialisé la première douche froide En fait, donc je me suis lancé, je me suis dit, ça va venir comme ça. Surtout que il y a quelque chose que je comprenais pas non plus à l'époque, c'est que, du coup, comme je le disais précédemment, j'étais bon dans ce que je faisais. Donc pour moi, je vais arriver sur le marché et je vais être bien plus performant et je vais produire des produits de bien meilleure qualité que mes concurrents. Parce que j'étais un bon développeur, parce que j'avais déjà pas une fibre artistique, mais j'avais la valeur d'une identité visuelle, en tout cas d'avoir de beaux graphismes, au moins un minimum à cette époque-là. Et donc je me suis dit, mais c'est bon, je regarde mes concurrents, c'est moche, c'est pas fonctionnel. De mon côté, c'est beau, surtout pour l'époque, c'est très fonctionnel. J'ai un avantage concurrentiel majeur. Je vais me faire plaisir. Je vais aller chez les clients, ils vont me favoriser, ils vont me préférer 20 fois ces solutions-là. Et donc, j'essaye et ça prend pas du tout. Donc, la première douche froide, c'est que je me dis, je teste, normalement, ça va cartonner. Et quand je suis avec mes clients, ils sont super satisfaits. Donc, je me dis, ok, en plus, ils sont satisfaits. Qu'est-ce qui me manque en fait pour réussir finalement? Et première douche froide, là, c'est qu'en fait, l'argent ne rentre pas. L'argent ne rentre pas. Et ça a été un des premiers déclics. C'est-à-dire qu'en gros, de dire, je me suis lancé,
ça s'est pas passé comme prévu. Mais vas-y, peut-être que parce que j'étais pas assez motivé. Surtout au début, il y a le chômage. Ouais, donc tu es un peu confortable. Tu te dis, oh, si ça rentre tant mieux, si ça rentre pas, tant pis. Et ensuite, à la fin du chômage, là, tu dis, c'est bon, il va falloir que je m'y mette maintenant, là. Parce que si je gagne pas d'argent, à la fin du mois, là, je peux pas payer mes factures. Même si elles n'étaient pas très élevées à l'époque, mes charges, mais tu dis, je vais pas pouvoir y aller. Donc c'est à ce moment que je commence à me bouger un peu. Mais malgré tout, je signe pas. Et là, commencent à arriver les périodes de stress. Comment tu te sens à ce moment-là? Tu as du stress qui vient? Comment est le Nordine? Il y a du stress, mais il y a l'amusement qui vient. Pour être honnête avec toi, il y a l'amusement qui vient avec. Ça, c'est super important. Ouais, c'est qu'en fait, il y a du stress, mais en même temps, il y a un nouveau challenge. Je le sens à ce moment-là, il y a un nouveau challenge qui commence. Parce que je me dis, c'est pas parce que j'ai pas d'argent que je vais retourner en salariat. Pour moi, c'était inconcevable. Ok. Et en même temps, tu dis, ok, là, Nordine, il faut que tu y ailles. Et justement, j'ai aimé cette énergie-là. C'est pour ça que, par exemple, des fois, je critique beaucoup les aides sociales, ou même le salariat, ou le chômage. Parce que finalement, comme tu es dans une zone de confort, tu es dans vraiment carrément une aisance d'un point de vue confort, tu fais pas les efforts nécessaires pour arriver à tes fins, pour arriver à tes objectifs. Et donc, j'avais pas plus d'énergie que ça. Et donc, le fait d'avoir la vision, je me dis, ok, le chômage c'est bientôt terminé, ça va se finir, faut que je me bouge. Et j'ai aimé ce stress-là, cette peur-là, parce que ça m'a dynamisé. Okay. Ça m'a donné de l'énergie, m'a donné la force et le courage. Il y a des choses que je n'osais pas forcément faire. Par exemple, dans le démarchage commercial, ça m'a donné le courage d'aller faire ce qu'il faut faire pour avoir des résultats. Au final, tu étais pied au mur. C'était vraiment été ton moteur pour pouvoir passer un palier, si je comprends. Exactement. Ok. C'est exactement ça. D'accord. Et comment justement ce palier-là, tu l'as atteint? Comment tu as fait qu'est-ce qui te manquait en définitive? Autre que la motivation c'est vrai, c'est un peu ce qu'on disait ici. Hein. C'est que vraiment, ce qui me manquait, c'était la perte du confort. C'est la perte du confort. C'est vraiment ça qui est d'accord. C'est vraiment la perte du confort, ou plutôt la vision de la perte du confort, parce que je me dis, il me restait 1 mois de chômage à ce moment-là. 1 mois et demi à tout casser. Et donc la vision, le fait de me dire, et je me suis donc projeté, et donc la vision et le fait de me dire, dans 1 mois et demi c'est terminé, m'a motivé, m'a donné l'énergie. D'accord. Et ça a été un véritable booster pour moi. Donc du coup, tu as fait plus de démarchage, comment c'est matérialisé par rapport J'ai essayé de faire un peu plus de démarchage, mais j'avais pas de méthodologie. Okay. J'étais plus concentré et j'avais plus l'envie de le faire. Okay. Et donc, à l'époque, ce que j'ai fait, c'est ma vision de l'époque. Hein. Pour moi, avoir plus de clients, c'était prendre plus de technique, prendre plus de compétences dans la technique. Donc, ce que je faisais, me dire, faut que j'apprenne à faire des sites plus complexes. À l'époque, je faisais des sites web. Faut que je fasse des sites plus complexes. Il faut que je sache faire telle et telle option. Parce que si jamais j'ai un client, il faut que je sois prêt. Donc, je me documentais beaucoup. Okay, donc, tu étais vraiment dans cette dynamique-là, en définitive, de te former. Autre que des aspects techniques liés à ton métier, mais vraiment dans des compétences peut-être comme le marketing, des choses comme ça. Alors non, justement, pas encore. Okay. Pas encore. Justement, c'est ça que je voulais savoir. À ce moment, j'ai pas du tout niveau de conscience. D'accord. Je me dis, mais en fait, c'est vraiment toujours la mentalité du salarié. Ouais. C'est si je suis bon dans ce domaine-là, donc naturellement, il n'y a pas d'autre voie possible, je vais bien gagner ma vie. Puisque c'est le cas quand tu es salarié. Ouais. Par exemple, dans le salarié, tu arrives sur une entreprise, tu as un certain niveau, tu te formes ou tu apprends de nouvelles compétences, tu peux accéder à un poste mieux payé. Et c'est pour ça que je me dis, naturellement, j'ai plus de compétences dans mon expertise, dans mon savoir-faire de base, qui est le web par exemple, à ce moment-là, ou le développement. Donc je vais gagner plus d'argent. Et je fais pas la relation avec la nécessité de prendre des compétences d'entrepreneur, justement comme le marketing, comme la vente. Pour moi, j'ai même pas la nécessité finalement d'aller les apprendre parce que je n'ai pas conscience que c'est nécessaire pour y arriver. Ok. C'est ça. Donc toujours sur les sites internet. Donc du coup, qu'est-ce qui t'a fait prendre cette prise de conscience? Comment elle est arrivée dans ta vie? Il s'est passé encore beaucoup de temps. Entre le moment où je me lance et le moment où je commence à comprendre réellement ce qu'il faut pour réussir, il se passe peut-être 5 ans. Tu arrives à en vivre un petit peu de ce que tu sais? C'est ça, entre guillemets, le problème. Et en même temps, la solution, c'est que j'en vivais, mais pour être plus précis, j'en survivais. C'était vraiment des périodes très difficiles économiquement parlant. C'est pour ça que d'ailleurs aujourd'hui, ça me fait peur. Pardon, ça ne fait pas peur de tomber, de me relever, parce que j'ai fait ça toute ma vie en fait. D'accord. Pendant 10 ans, c'est le temps que ça a mis au final pour avoir une forme de succès. 10 ans d'ascenseur émotionnel en fait. Ça marche, ça marche pas, ça marche, ça marche pas. Ça marche très 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 bien, ça marche plus du tout. D'accord. Je cartonne et pour être transparent, j'ai une montée d'émotions, des souvenirs entrepreneuriaux qui arrivent, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Ouais. Et voilà, de très belles success stories et ensuite des périodes un peu plus plates ou un peu plus frustrantes. D'accord. Dans la vie d'entrepreneur. Est-ce que tu avais un point de bascule particulier dans ta vie d'entrepreneur qui…
qui t'a marqué? Oui, sûr, il y en a plusieurs. D'accord. Parce qu'en fait, c'est un ensemble de clés que si on reprend au début, ce qui m'a le plus motivé en fait à aller prendre des compétences d'entrepreneur. Donc, quand je parle de compétences d'entrepreneur, c'est vraiment des compétences qui sont indispensables à la réussite entrepreneuriale, donc à la réussite de mon projet entrepreneurial. Bah, c'est tout simplement les difficultés de la vie. Quand t'as pas d'argent, que tu te retrouves dans des situations humiliantes, quand tes parents s'inquiètent, ils comprennent pas. Ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans que t'es lancé, t'as toujours pas d'argent. Ils disent, mais c'est bon, t'as essayé, puis t'as des diplômes, bah vas-y, reprends un emploi, fais de l'argent, fais des économies, puis après tu reprendras, ou en même temps tu fais ton projet entrepreneurial. Et donc la compréhension de l'entourage, c'est vraiment difficile. Et en fait, à ce moment-là, tu te dis, bon, j'ai toujours pas envie de retourner en tant que salarié, parce que je suis attaché à mes valeurs, mais en même temps, vas-y, c'est quoi le problème en fait? Ça fait 3 ans, 4 ans, ce qui se passe, c'est que pendant 3 ou 4 ans, c'est pas non plus plat, c'est-à-dire que j'ai des clients, des fois ils me payent, des fois ils me payent pas. Après, il y a des moments où j'ai beaucoup de clients, donc tu commences à être dans une période un peu plus confortable. Là, tu dis ça y est, c'est bon, la haie c'est terminé, la difficulté est terminée, maintenant je vais rentrer dans la facilité parce que j'ai beaucoup de clients. Puis après, c'est un peu plus plat et ainsi de suite. Donc, t'es pas à plat, t'es pas à zéro. Tu sens que ça évolue, mais ça évolue lentement. La moindre évolution est très difficile d'accès. C'est-à-dire que vraiment, des fois, tu fais un site en 3-4 mois, 6 mois. Okay. Et donc, c'est plus le temps d'être payé. Vraiment, c'est de la survie. Ok, d'accord. Mais tu as toujours la vision, tu dis, ouais, mais en fait, c'est en train d'avancer. Et le problème, c'est que je laisse le temps passer comme ça et je tolère cette situation-là. Ok. Parce que dans ma tête, il n'y a pas d'autre vision possible. C'est comme ça, c'est petit à petit. Donc vraiment, il y a eu besoin d'une longue période de souffrance pour pouvoir commencer à... C'est exactement ça, beaucoup de souffrance et de frustration. Ouais. Du coup, comment t'en es arrivé à le Nordine de l'époque jusqu'à le Nordine de Isala Pro maintenant? Est-ce qu'il y a des choses à parler déjà avant entre les deux? On pourrait, effectivement, il y a beaucoup de détails comme ça, mais pour aller un peu droit au but, on va dire la clé, si on parle de clé pour avoir l'image de la clé qui ouvre la porte, effectivement, il y a une, voire des clés majeures dans cette transformation personnelle. C'est la rencontre des bonnes personnes. Ouais. C'est à ce moment-là que je commence à rencontrer des coachs en entrepreneuriat. Et en l'occurrence, une personne que tu connais, qu'on connaît en commun, voilà, coach Habib, et Grave Récompense. Et en fait, là, effectivement, c'est un game changer, comme j'aime bien dire. Et effectivement, à ce moment-là, il n'est pas coach. D'accord. C'est pas mon coach, mais je commence à le fréquenter. Et en fait, ce qui se passe, c'est que en fréquentant les bonnes personnes, des gens qui ont une vision entrepreneuriale, qui ont les compétences, qui ont la pédagogie pour t'expliquer et te dire quelle est ta situation actuelle et qu'est-ce qui te manque pour y arriver et comment y arriver. Et déjà, juste sans se former ou sans vraiment être accompagné, juste le fait de prendre conscience, de dire ok, je viens de passer 5 années de galère, de souffrance, de frustration, même un peu plus que 5 années, et que tu commences à avoir le déclic et tu dis ah, en fait c'était ça le problème, c'était juste ça. Parce qu'en fait c'est pas comme si j'avais rien fait, c'est pas comme si je fainéantisais entre guillemets et que je me laissais aller, non, parce qu'en fait j'étais vraiment actif. C'était pas conscient en fait C'est ça. J'étais vraiment conscient, donc je me dis ok, tous ces efforts que j'ai fournis, tous ces sacrifices que j'ai fournis pour y arriver, en fait c'est pas qu'ils servaient à rien, mais c'était clairement pas là où il fallait que je mette mon énergie. Donc là, quand on parle de 5 ans c'est long dans une vie, surtout à l'âge que j'avais, c'est ma jeunesse quoi. C'est très très long dans une vie. Parce qu'il y a le pro, il y a le perso. Ça a évidemment des impacts dans le perso. Bien sûr. Les difficultés dans le business. Donc d'où l'importance de se faire accompagner, d'avoir vraiment quelqu'un qui a déjà fait le chemin et qui va, lui, a le recul nécessaire pour dire c'est ici qu'il faut que tu travailles. Et c'est exactement ça. J'ai certains de mes clients, parce que les gens ont la vision que dans le business, tu dois d'abord souffrir et tu dois d'abord galérer pour réussir. Alors qu'en fait, non, c'est surtout dépendant de ce que Allah t'a prévu dans ta subsistance, dans ton risque. Et moi, j'ai des clients qui en 1 an, 1 an et demi, ils sont dans des success stories sans avoir rencontré de galères. Alors, on rencontre tous des difficultés, on est ici-bas dans une vie de lutte. Bien sûr. Mais quand tu vois le point de départ et tu vois le point d'arrivée, en très peu de temps, c'est des gens qui ont eu des business qui étaient automatisés, qui ont généré des dizaines, voire des centaines, voire à terme millions d'euros de chiffre d'affaires ou de contrats, sans passer par la casse souffrance pendant des années en fait. Et ils n'étaient pas entrepreneurs avant ça. Parce qu'ils se sont fait accompagner par les bonnes personnes. Parce qu'ils se sont fait accompagner, parce qu'il y avait la bonne opportunité, parce que c'était, avant tout et pour tout, leur subsistance. Mais effectivement, dans les causes, le fait qu'ils ont été accompagnés étape par étape sur les causes qu'il faut mettre en place pour réussir, leur a fait économiser les 10 ans de galère que j'ai subi en fait. Je leur ai fait un condensé, les erreurs à éviter et des causes qu'il faut mettre en place pour réussir. Et ça leur a évité effectivement 10 ans, une bonne dizaine d'années de souffrance et de galère s'il avait fait même.
Donc, Ijra Pro, ça démarre en définitive en même temps que Habib, la rencontre de Habib? Ou un peu plus tard. Un peu plus tard. Un peu plus tard, ouais. Parce que quand je commence à rencontrer Habib, pas longtemps après, on va commencer à collaborer ensemble. Ensuite, il va me présenter une autre personne qui deviendra mon futur associé. On va collaborer ensemble pendant plusieurs années. Et c'est quand je reprends la décision de me relancer seul que là, je démarre Ijra Pro. Donc, on est plus sur 2019. Donc, quand tu es avant avec ton ancien associé, tu commences, vu que tu as maintenant certaines compétences que tu n'avais pas avant, tu commences maintenant à engendrer certains chiffres d'affaires, un peu d'argent, etc. Tout à fait, c'est ça. Parce que je commence à comprendre comment le business fonctionne. À ce moment-là, on fait encore beaucoup d'erreurs. Parce qu'on avait fait une erreur à ce moment-là, c'est que lui et moi, on avait des profils qui étaient complémentaires. Mais moi, je ne vais pas du tout la responsabilité, parce que j'ai clairement ma part de responsabilité, mais on prend de mauvaises décisions. Parce qu'on a des compétences, on a de l'intelligence, mais à nouveau, on fait une erreur, on n'est pas accompagné. Et en n'étant pas accompagné, on fait des erreurs bêtes qui nous font perdre beaucoup de temps, énormément d'argent, énormément d'énergie. Je ne vais pas dire erreurs bêtes, parce que c'est comme de l'expérience, mais on fait des erreurs clairement évitables qui nous font perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et c'est davantage frustrant parce qu'à ce moment-là, on avait accès à une opportunité, c'était le monde de la formation finançable, on a accès à une opportunité qui est tellement énorme qu'on nous-mêmes, à l'époque, on n'y croyait pas. On avait des financements qui étaient accessibles instantanément. C'était l'âge d'or de la formation. C'est l'âge d'or de la formation. C'était vraiment facilité et c'était incroyablement accessible à une personne qui y croyait, qui mettait juste un minimum d'actions en place. Et donc, du fait qu'à cette époque-là encore, on fasse l'erreur de ne pas être accompagné, une chose qu'on en avait parlé à un moment donné, donc j'ai été frustré parce qu'on n'a pas été accompagné à ce moment-là et on a raté une opportunité incroyable. Alors qu'on avait vraiment tout ce qu'il fallait, et même beaucoup plus que ce qu'il fallait. Tu en as conscience que des années après, malheureusement, plusieurs mois après. Ouais, en tout cas, oui, quelques mois ou quelques années après. Non, quelques années après, pour être transparent, quelques années après. Mais c'est davantage frustrant. Tu te dis, j'avais de l'or dans les mains. Vraiment, si on parle un peu chiffres, c'était une époque où très raisonnablement, on a pu aisément aller chercher le million d'euros de chiffre d'affaires, aisément. Si on était bien accompagné, bien optimisé, tu peux mettre en place des systèmes complètement éthiques. On va chercher 4-5 000 euros de chiffre d'affaires l'année. Bien sûr. Aisément. Tout à fait. C'est tout à fait raisonnable dans la formation financière avec les bonnes stratégies. Du coup, séparation avec ton associé et Ijra Pro qui commence. Tout à fait, c'est ça. Cette nouvelle opportunité, en fait, ce qui se passe, c'est que je viens de passer 2-3 ans, je ne sais plus exactement maintenant, mais peut-être 2-3 ans dans cette association, dans cette collaboration. Donc j'ai énormément appris d'ailleurs de ce frère, Père de récompense. Vraiment, je suis reconnaissant. D'ailleurs, je vais te dire, quelques mois après quand ça s'est parlé, je lui ai dit, écoute, je te remercie. Je te remercie parce que on s'est séparés, séparés en bon terme. J'étais content, très content de ça. Et je te remercie parce que tu m'as fait passer un cap. Donc là, on fait passer un cap. Que ce soit en termes de développement personnel, en termes de comportement, en termes de compréhension. Vraiment, il m'a débloqué des croyances et des peurs que j'avais. Et vraiment, je le remercie pour ça. Même si c'était pas un coach, mais il s'est comporté en tant que tel. Et vraiment, j'ai beaucoup appris. On se nourrit l'un de l'autre, de toute façon, effectivement. Tout à fait. Suite à cela, je lance Ijra Pro. Et là, effectivement, mon objectif à ce moment-là, en tout cas la vision que j'ai, c'est OK, j'ai plus de locaux à 5 000 euros par mois, j'ai plus de charges, j'ai plus de contraintes en fait, parce que quand tu es associé, il y a des forces et des inconvénients. Il y a des avantages et des inconvénients. Et l'inconvénient, c'est que tu n'as pas forcément toujours la main dans la prise de décision. Donc à ce moment-là, je suis libre. Je suis seul. Et je me dis, OK, tout ce que j'ai rêvé de faire dans les 2-3 dernières années, je vais pouvoir faire plaisir et le faire. Et effectivement, c'est ce que je fais. Business beaucoup plus simple, beaucoup plus... C'est ça. En fait, c'est le même business que ça reste le business de la formation, mais je pouvais rajouter le côté coaching et accompagnement. J'avais beaucoup plus de temps et d'énergie aussi, et beaucoup plus de flexibilité sur l'image à apprendre, sur les gens à cibler, sur les stratégies à appliquer. Parce que là, j'avais vraiment les mains, j'avais vraiment les rênes entre les mains, et je me suis fait plaisir. Et effectivement, dès le début, j'ai commencé à obtenir de bien meilleurs résultats, même si j'étais encore limité. Je voulais te couper sur un truc. Il y a un truc que j'aime bien chez toi, c'est que toi, tu as une vision du business. Moi, j'ai une vision, tu sais, beaucoup par l'expérience. Le fait de faire l'expérience, le fait de développer des choses. Et toi, tu as une vision que j'aimerais plus développer, tu as une vision beaucoup de l'amusement. Et c'est super important pour un être humain de prendre du plaisir avec ce qu'il fait. Et ça, franchement, c'est quelque chose qui est plaisant à entendre, le fait de prendre de l'amusement dans un business. Et franchement, c'est quelque chose que tout le monde devrait développer. Parce que certes, on est là pour faire de l'argent, pour faire vivre, pour pouvoir vivre avec notre famille et pouvoir... c'est une cause de subsistance. Exactement, une cause de subsistance, tout à fait. Mais
aussi, il faut arriver à développer ce petit truc où on prend du plaisir dedans. Ouais, effectivement, c'est idéal. Je crois qu'il parle d'ikigai à ce moment-là, dans le modèle. Mais alors, justement, c'est intéressant ce que tu dis ici, parce que moi, ce que j'aimerais développer, c'est le côté argent. Parce que dans le business, je m'amuse énormément, mais vraiment, et je ne priorise pas du tout l'argent, en fait. Et en fait, je le dis, je dis assez souvent, je dis, ouais, moi, l'argent, ça ne m'intéresse pas, ou pas assez, parce que j'aime bien être bien payé, donc j'ai aucun problème avec ça, je vois pas de contradiction. Mais justement, je priorise pas suffisamment l'argent et beaucoup plus l'amusement. Donc c'est vrai que l'entrepreneuriat et la vie de manière générale, c'est une question d'équilibre. Si tu t'amuses trop ou tu priorises pas l'argent, bah t'as pas d'argent. Et si tu priorises trop l'argent et pas assez l'amusement, tu t'ennuies dans ton business. Et à terme, tu gagnes pas d'argent. Tu te fatigues, tu t'épuises et tu gagnes plus d'argent. Donc ouais, le juste équilibre, il est intéressant. On en profite pour aborder le fait que pour trouver le juste milieu, il n'y a pas d'autre issue que soit de galérer pendant des années à trouver ton équilibre, soit d'être tout simplement accompagné. Moi, à un moment donné, j'ai été accompagné pour ça. Ça m'a grandement aidé, parce qu'avant, c'était pas du tout le cas, le côté argent. Et ça m'a aidé à rééquilibrer. À nouveau, moi-même qui accompagne les gens, et toi aussi, c'est la même chose, moi-même qui accompagnons des gens, qui les coachons, on en arrive à la conclusion qu'on a tous besoin d'être coachés, même quand on a des compétences. On a tous besoin d'avoir quelqu'un qui prend du recul sur nous-mêmes et qui va nous aider à avoir plus clair et à gagner du temps. Du coup, Nordine, la question que j'avais en tête, c'est qu'ok, t'as démarré Hijra Pro et t'as encore continué de le financer. Mais de mémoire de ce que tu m'as dit, t'as aussi mangé un ascenseur émotionnel à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous en parler et nous dire après, du coup, la transition que tu as fait? Avec grand plaisir. Ça, c'est un des épisodes les plus formateurs de ma vie. Ok. Parce que ce qui s'est passé, c'est que pour la première fois de ma vie, j'avais réussi à atteindre des paliers d'un point de vue business qui étaient ambitieux, à mon niveau en tout cas. Je me souviens qu'en 2 mois, pour moi à l'époque c'était énorme, en 2 mois, j'avais envoyé, je crois, pour plus de 60 000 € de contrat, ce qui était nouveau. Mais vraiment nouveau. Ou entre 60 et 80 000, je sais plus, de contrats. Et en fait, c'était vraiment quelque chose de nouveau dans le sens où, ok, j'ai galéré pendant 10 ans, mais maintenant ça y est, c'est bon, c'est mon moment. Et il y a souvent cette phrase-là de ça y est, c'est bon, c'est mon moment. Bon, ça, tu te le dis pendant 10 ans, chaque année. Tu dis, ça y est, c'est mon moment. Là, j'ai trop souffert jusqu'à maintenant. Là, ça y est, c'est mon moment. Mais là, ce moment est arrivé. Donc, je l'ai attendu 10 ans. Quand je dis je l'ai attendu, j'étais pas assis comme ça en train de l'attendre. J'ai vraiment fait les causes pour l'avoir. Et donc, ce moment arrive. Et ça y est, c'est officiel, ça marche. Après toutes ces difficultés, après tous ces efforts, après toutes ces galères, après toutes ces ascensions émotionnelles qu'il y en avait eu avant, ça y est, ça marche. Et plus que ça, à ce moment-là, j'arrive à faire 2 choses en même temps. J'arrive non seulement à performer personnellement, et en même temps, j'arrive à vendre des prestations high ticket à des prix très élevés. Donc à l'époque, la personne que j'avais accompagnée c'est un contrat à 45 000, pardon. Et donc c'est-à-dire déjà, j'avais passé aussi le challenge, j'avais commencé de former avant, j'avais passé le challenge de faire des ventes à prix élevé. Et cette personne commence à avoir des super résultats. Donc j'avais validé en même temps le fait que j'arrive à faire du business à titre personnel et que j'arrive à faire du business pour les autres et qui performent. Ça fait un déblocage à ce moment-là? Oui, clairement. Par rapport à tes croyances? Oui, clairement, parce qu'en fait, tu peux savoir des choses, mais tu ne les sais pas autant que quand tu as des certitudes. C'est-à-dire que ton niveau de conscience, il est différent et du fait qu'il est différent, tu ne vas pas l'appliquer de la même manière. C'est un peu la métaphore là, ou l'image avec, tu sais qu'il y a une valise dans laquelle il y a 4 millions d'euros, elle est au fin fond de la forêt et tu vas marcher 4 heures pour aller la chercher. Si tu es certain qu'il y a vraiment ces 4 millions d'euros, les 4 heures de marche, tu leur en donné, tu prends ton bon sac à dos Décathlon là. Ça va pas sur 1 heure. Voilà, tu prends qu'une bouteille d'odeur, t'as pas besoin de plus. Si comme ça je me fatigue pas, c'est sûr, j'arrive vite. Et tu dois y aller au milieu de la nuit à 2 heures du matin, au milieu des bois dans le noir, tu vois, même si t'as pas de lampe quoi. Si tu as la certitude qu'elle y est. Et plus tu vas être certain, plus tu vas être motivé pour y aller. Si par contre tu as des doutes, tu dis non, ça paraît trop beau pour être vrai, c'est une arnaque, on se moque de moi, tu vas pas. C'est toujours une question comme j'expliquais, de croyance et d'énergie. Plus ta croyance elle est forte, moins tu as besoin d'énergie pour te passer à l'action. Barakallahu, c'est une pépite, une vraie pépite que tu nous donnes. Barakallahu. Fait avec plaisir. Ouais, c'est exactement ça. Plus tu crois en ce que tu fais, comme tu dis ici, plus l'énergie à investir sera faible. Elle sera moindre, effectivement. Et voire même tu peux y prendre du plaisir et t'amuser. Et c'est exactement ça. Donc ouais, effectivement, quand j'atteins ce palier personnel et que j'accompagne la personne et qu'elle atteint aussi de belles performances, je gagne en certitude. Il y a des paliers aussi qui se débloquent, parce que quand tu as atteint les dizaines de milliers, après tu veux les centaines. Quand tu as atteint les centaines, tu veux passer le million. Et après, quand tu passes le million, tu veux en faire 2, puis 3, et ainsi de suite. Ça, c'est l'homme. Mais
comme tu dis, un ascenseur émotionnel, parce que je fais une grande montée d'un point de vue ascenseur, et ensuite il y a la descente. Sauf que là, le problème, c'est que c'était la descente de montagne russe. Il n'y a pas eu de. On s'est tous mangé d'ailleurs. Ouais. Ceux qui sont dans la formation. Il n'y a pas eu de descente entre. En fait, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont eu ce genre de frustration, parce qu'on leur a bloqué. Là, on parle en fait clairement de fonds qui ont été bloqués, dans le sens où on a fait le travail, on a respecté le contrat, mais on n'a pas été payé. Donc, quand on commence à parler en dizaines ou en centaines de milliers d'euros, ça commence à être difficile, personnellement. Et c'est d'autant plus frustrant que moi, c'est arrivé à un moment donné où ça y est, en fait, c'était la première fois que j'ai gagné autant d'argent. Ouais. Et si tu as gagné de l'argent avant, il te reste des économies, ou tu as pu investir, tu dis, on m'a pris de l'argent, ok, c'est pas grave. Mais si toi, tu étais à zéro et que c'était premier gain élevé, et qu'à ce moment-là, en vrai, tu dis, c'est bon, j'ai attendu 10 ans, j'ai patienté 10 ans, c'est pas tout le monde qui le fait, et que, un peu moi déjà à ce moment-là, et que ça marche, et qu'on te l'enlève, en fait, c'est vraiment, ça te passe sous le nez, quoi, littéralement. Et tu le sens vraiment passer sous ton nez. Tu dis, bah ouais, là, c'est vraiment frustrant, c'est vraiment difficile. Émotionnellement, c'est vraiment très, très compliqué. Surtout que, après ça, c'est pas juste le fait de perdre de l'argent, ou de pas gagner de l'argent, pardon. C'est le fait qu'après, il va falloir commencer toutes les procédures. Donc, tu commences avec les rendez-vous avec les avocats. Tu veux te défendre, tu penses être dans ton bon droit. Très naïvement, je dis, non, moi, je suis honnête, j'ai rien volé. En plus de n'avoir rien volé, j'ai été carré sur le côté administratif, j'ai vraiment respecté le contrat. Surtout que tu rentres encore plus dans des certitudes parce que tu dis, il y a eu des moments qui étaient tendancieux où j'aurais pu me permettre certaines facilités et même ça, on ne se l'est pas accordé en fait. Et là, tu dis, non, je suis 100% honnête, c'est certain, je vais gagner. Donc tu commences à prendre des avocats, malgré que tu n'aies pas d'argent. Et surtout qu'il n'y a pas plus cher que les avocats d'affaires. Pour le droit des entreprises, ce qu'on appelle les avocats. Là, tu te bats contre l'État français. En plus, tu te bats contre l'État français. Et ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que l'État français, c'est un rouleau compresseur. C'est-à-dire qu'en fait, enfin, comme n'importe quel État d'ailleurs, un État face à un citoyen, c'est super tu fais pas le poids. Et en fait, ce qui est impressionnant, et ce qui a été vraiment une école, c'est vraiment, ils nous ont rendu un service incroyable. D'ailleurs, je dis quoi? J'ai été coaché par la directe. Je leur remercie d'ailleurs si vous suivez cette interview. Vraiment, Cafécom, vraiment, on ne vous oublie pas dans nos invocations, mais merci quand même. Et en fait, pourquoi? Parce que tu passes en fait en plus dans un ascenseur émotionnel. Et en fait, à ce moment-là, tu commences les démarches avec les avocats. Les avocats d'affaires, c'est le plus cher. Tu vas chez l'avocat, il te dit. En fait, il n'est pas jeune l'avocat. Il est vraiment pas jeune. Tu vois, il a de l'ancienneté dans le droit des affaires. Il a géré des sociétés qui font des dizaines, des centaines de millions d'euros. C'est des cabinets vraiment. Tu vas dans Paris 16e. Pour rentrer dedans, dans la résidence, il y a un gardien, puis il n'y a que des belles voitures autour. Et tu vois que tu es dans un environnement. Ils ont une vraie expertise du domaine. C'est ça. Et même, je veux dire, même le cabinet dans lequel ils sont, tu vois que c'est un environnement auquel tu n'appartiens pas. Tu vois que c'est vraiment pour une partie de la société. Bref, tu arrives et l'avocat il te dit. J'ai jamais vu ça de ma vie. Il a 20 ans d'expérience. Je dis, mais comment ça se fait? Mais j'ai jamais vu ça. En gros, il traite des centaines de cas par an, ou peut-être même des milliers. Et il prend ton cas et dit, j'ai jamais vu ça. Comment ça se fait? Pourquoi ils vous ont fait ça en fait? Et ils comprennent pas en fait. Toi, tu sais pourquoi. Tu sais pourquoi. Mais eux, ils comprennent pas. Et donc, même quand tu leur donnes du contexte, c'est quand même beaucoup en fait là. Et donc à ce moment-là, c'est encore plus difficile parce que tu n'as pas d'argent. Tu dois en trouver pour payer les avocats et payer tes charges. Tu dois te débrouiller pour payer tes charges aussi, parce que tu as toujours ton loyer qui court, tes factures d'électricité, de gaz. Je me souviens d'ailleurs, cette période-là, c'était en hiver. Donc, tu commences à rentrer, tu commences à broyer vraiment du noir à ce moment-là. Tu sentais comment à ce moment-là? Tu broies du noir. Ouais, vraiment, tu broies du noir. Malgré que j'avais du mental, parce que j'avais quand même accompli. À ce moment-là, c'est vraiment le terme que je trouve qui est le plus fort. J'avais accompli. J'avais de la réussite d'un point de vue commercial. J'avais de la réussite d'un point de vue pédagogique. Et en termes de coach, le fait d'accompagner des gens qui ont de la réussite, c'est une satisfaction personnelle. Vraiment, même à ce moment-là, il y a eu d'autres choses après, mais même à ce moment-là, j'ai vraiment l'impression d'avoir accompli des choses que certaines personnes n'accompliront jamais de leur vie. Et ça, j'avais conscience à ce moment-là. Je me dis vraiment, alhamdoulilah, je remercie mon Seigneur, parce que même si je devais m'arrêter là, juste ce qui a été accompli était une fierté. Voilà, c'est ta fierté. Et donc, je suis vraiment, même d'un point de vue mental, je suis au top. Et après, il y a ces démarches-là qui commencent. Tu vas chez les avocats. Là où j'ai été le plus touché personnellement, et c'est finalement, je pense, qui m'a rappelé le plus d'énergie, c'est le fait que moi, je pensais être 100% honnête, et plus qu'honnête, en fait, plus que ce qu'il fallait finalement. Et malgré ça, on me traitait de voleur, par l'État, de voleur, de tricheur, de quelque chose que je comprends aussi. T'es rapidement identifié comme je veux dire, t'as pas besoin de grand chose pour être identifié comme arnaqueur, ou comme voleur, ou comme tricheur. C'est entre guillemets la claque que tu avais besoin pour
passer à autre chose. Moi, pour le transport, j'avais pas spécialement cette claque à ce moment-là. On serait très bien. Mais effectivement, le fait de passer ce cap-là, quand je dis tu bourras vraiment du Nord, c'est vraiment une des périodes les plus difficiles de l'entrepreneuriat. Parce que malgré que j'avais un mental au top, le fait de redescendre aussi bas et de rentrer dans des difficultés auxquelles j'avais pas du tout idée, c'est qu'en fait, tu te retrouves vraiment, comme tu disais, dans un rôle compresseur. Tu vas en face tu te retrouves en face du directeur de la direction. Par contre, ça, petit clin d'œil, c'était vraiment impressionnant ça. Parce que tu dis, je suis personne en fait. Et tu te retrouves face à un directeur d'une agence de contrôle au niveau régional, puis qui plus est Île-de-France, donc une des plus importantes de France. Et c'est impressionnant. Quand je dis c'est impressionnant, c'était en fait. Eux, ils l'ont pas perçu comme ça ce jour-là, parce que généralement les gens ont peur quand ils vont là-bas, ils se sentent pas bien. Moi, au fond, quand j'étais en phase 2, j'étais trop content. Et en fait, c'est vrai que je parlais de quelque chose de difficile, mais j'en profite pour faire une petite pause. C'est qu'au moment où je me retrouve face au directeur, ils n'ont pas conscience à ce moment-là, mais ils sont en train de me donner une énergie de malade. Je me dis, en fait, moi, Nordine, là, genre petit indépendant, petit formateur, là, convoqué, il se retrouve en face du directeur dans un entretien. Je sais pas, t'as directeur adjoint, il a je sais pas combien de collaborateurs autour de lui, toi t'es avec ton avocat, et tu dis tout ce monde-là est là pour moi. Et en fait, ils m'ont donné une valeur, et moi c'est important dans ma personne, dans mon profil, ils me donnent une valeur à ce moment-là, je me dis tout ce monde-là, tout ce beau monde-là pour moi. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait de si grave ou de si bien que ça, qui dérange autant pour qu'on me donne autant d'énergie, dans le sens c'est pas, en gros c'est pas la secrétaire qui fait le café quoi. Ouais, tout à fait. Et, mon Dieu, ça me va amuser parce que le directeur il comprenait rien. Ça se voit qu'il était là pour acte de présence. Bref, et donc il me donne une énergie à ce moment-là, une véritable énergie. Et d'ailleurs, suite à cela, si je peux me permettre l'image, suite à mon blocage personnel, de mon business personnel, il y a une dizaine d'enfants qui sortent de Hijra Pro et qui vont se lancer et qui vont surperformer sur le marché. C'est la revanche personnelle, entre guillemets. Après coup, oui, on peut voir que c'est une revanche, mais moi je le vois comme un coaching. En fait, c'est même pas une revanche. J'ai pas cette énergie-là de la vengeance. Ça m'intéresse pas spécialement et ça m'anime pas spécialement. Au contraire, je les remercie parce que en me bloquant moi, ils m'ont rendu plus fort. En me rendant plus fort, j'ai pu mieux aider les gens. En aidant mieux les gens, ils ont pu mieux performer. Au final, ils ont fait beaucoup plus de chiffres que j'aurais pu imaginer en faire moi-même en fait. On parle de millions là. Donc du coup, c'est bien. C'est super, c'est super. Du coup, c'est à ce moment-là que tu fais la transition avec le cash. Ouais. Je commence effectivement à me dire bon ok. À ce moment-là, mes croyances vis-à-vis des droits du citoyen, parce qu'en fait vraiment j'ai vécu la chose. Les gars, les droits bafoués quoi. Ouais c'est ça, les droits bafoués, l'honneur pas respecté, et t'as ton entourage qui dit mais non, si l'État te contrôle et qu'il fait ça, c'est qu'il y a une raison, il doit y avoir quelque chose. Toi, tu te dis, ok, l'État t'accuse de menteur, de voleur, de tricheur. Tu dis, bon, ils sont malhonnêtes. Mais tes propres proches. Et ça, c'est vrai que ça m'a touché par contre. Ça m'a vraiment fait mal. Ça m'a pris de l'énergie. Et justement, le fait de vivre tout ça te permet finalement de prendre du recul. Tu te dis, ok, l'entrepreneur, c'est son mode de vie. Il faut qu'il l'accepte. Quelque part, il est un peu solitaire. Il est un peu isolé. Parce qu'il ne pense pas comme les autres, n'agit pas comme les autres, ne vit pas ce que les autres vivent, et de ce fait, ça le rend différent. Après, on peut interpréter quel est l'intérêt d'être différent. Moi, je l'ai interprété comme étant une force monumentale. Tu dis, finalement, après qu'il m'est arrivé ça, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Je parle d'un point de vue business, dans la santé. Ok, tu as l'État qui te fait un coup de rouleau compresseur. Tu dis, ok, l'État me fait ça. Quelle force ou quelle liberté ou quel droit l'État a prévu pour les gens qui sont dans mon cas? Et c'est là que tu découvres qu'en fait, le système est entièrement biaisé. Parce que forcément, à force de fréquenter les avocats, tu poses tes questions. Tu essaies de voir, ok, bon, j'ai pas l'intention d'arrêter d'entreprendre, malgré la hagara, si je peux me permettre le terme. J'ai pas du tout l'intention de m'arrêter, bien au contraire. Là, ça y est, autant au début tu broies du noir, autant tu as une envie d'aller de repartir et en mode Elon Musk, enfin la fusée d'Elon Musk, vraiment, tu as envie de redécoller avec une énergie encore jamais atteinte jusqu'à maintenant. Et en fait, à ce moment-là, tu te poses la question, tu dis, ok, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire en fait? On va faire quoi? On va me voler de l'argent? On me bloque des centaines de milliers d'euros. On va te empêcher de travailler? Il te bloque ta société, il te contrôle. En fait, tu te dis, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Et avec cette vision de qu'est-ce qui peut m'arriver de pire, donc dans le sens, il n'y a rien qui peut me bloquer si ce n'est ce que mon Seigneur a prévu, tu prends une énergie, un mental et une détermination qui fait que tu es inarrêtable. Et après, avec le recul, la seule chose qui peut t'arrêter, sauf ce qu'on t'a prévu, c'est ta propre personne. Tout à fait. Et là, c'est pour ça que je fais le pas avec la transition, c'est que finalement, tu dis, c'est pas l'État qui peut m'arrêter, c'est pas mes concurrents, parce que mes concurrents n'ont pas vécu ce que j'ai vécu. Donc, le savoir, et j'en ai conscience après quand je parle avec les gens, mais le savoir que j'ai acquis, les douleurs que j'ai subies, l'expérience que j'ai pris par rapport à ça, le rétexte que je fais par rapport à ça,
me donne un avantage concurrentiel majeur. Ouais, tout à fait. Ils n'ont pas le mental que j'ai. Donc, je sais pas, moi, je commence à faire des lives. J'ai même pas de stress en fait. Ouais. C'est pour ça que c'est nouveau et je sais que c'était quelque chose, la prise de parole en public, par exemple, qui a pu me faire mal. Et donc, ce que moi j'ai énormément aimé à ce moment-là, qui fait la transition, c'est qu'en fait, ils m'ont forcé à faire du travail sur soi. Ils m'ont forcé à me réformer, même à revenir plus vers mon Seigneur. Ils m'ont forcé en fait à devenir une version bien meilleure de moi-même, qui a fait que j'ai pu augmenter et vraiment me concentrer, donc faire une véritable transition vers la partie coaching, pour aller transmettre ce retour d'expérience. C'est ce que je dis tout le temps. Allah nous envoie des épreuves, c'est vraiment pour nous faire passer des paliers et pour nous réformer et du coup nous permettre. Sans ça, sans l'épreuve, c'est très difficile de soi-même de se rendre compte de certaines choses et de pouvoir évoluer. Complètement. D'ailleurs, moi j'ai une image par rapport à ça, par rapport aux épreuves, c'est que quand tu vis l'épreuve, vraiment, c'est pas que tu es malheureux ou que tu te plains du fait qu'Allah t'a envoyé cette épreuve-là, mais à l'instant T, tu aurais aimé ne pas la vivre. Bien sûr. Mais quand tu prends un peu de recul, il se passe 6 mois, 1 an, tu te dis, j'aurais tout voulu dans ma vie, sauf éviter cette épreuve-là. Ouais. Parce que cette épreuve-là m'a amené à un niveau d'éducation et de réforme qui m'a permis de faire ce que je peux faire aujourd'hui. Et je parle de manière générale, pas que pour moi. Et vraiment, tu vas même jusqu'à chérir l'épreuve. Tu es vraiment heureux. Et si en plus, tu as patienté à ce moment-là, tu dis, et en plus, si Allah l'accepte, j'ai même la récompense de cette épreuve-là. J'ai toujours cette image-là en tête pour la petite anecdote. J'ai mon ami d'enfance, un frère, il s'est marié 2 fois, il a eu 2 divorces. Le 2e divorce, il y avait tous les signaux qui étaient au rouge pour pas qu'il se marie avec la fille. Vraiment. On le conseillait, non, fais pas ça, etc. Et même moi, j'ai pas compris, parce que je le connais bien, c'est mon ami d'enfance, j'ai même pas compris comment il s'est lancé. Il s'est quand même lancé. Il s'est mangé un divorce, mais c'était la meilleure chose qui avait pu lui arriver. Je l'ai vu changer, j'ai vu son évolution personnelle changer du tout au tout jusqu'à que maintenant il est marié, il a un enfant, etc. Ça a complètement, radicalement changé sa vie. Donc ces épreuves-là, des fois, Allah te pousse à cette épreuve, et toi, tu n'as même pas la conscience que tu te diriges vers une épreuve, mais elle est nécessaire. Exactement, exactement. Et du coup, si on parle un peu d'énergie ici, tu as un niveau d'énergie qui est, que je ne vais pas dire que je souhaite à tout le monde, parce que je ne souhaite pas les épreuves aux gens, mais je souhaite qu'ils découvrent ce niveau d'énergie-là, ce niveau de motivation, qui te donne une force et une fermeté pour faire ce que tu dois faire pour réussir. Super. C'est à ce moment-là que tu tombes malade aussi un petit peu? Non, ça c'est quelque chose qui revient un peu dans l'ignorance du fonctionnement de mon corps, de ma personnalité, de mon mental. Je me rends compte qu'en fait, dans ma personnalité, j'ai une faiblesse, et je ne vais pas forcément la donner, mais j'ai une faiblesse où quand la personne appuie sur ce bouton-là, ça me fait baisser mon énergie. D'accord. La personne ou les personnes. Ouais. Ça arrive souvent quand ils s'y mettent à plusieurs. Ouais, voilà. Et j'étais bon en défense au sport, au football. Mais quand ils sont à 5 sur toi, ou 6 ou 7, tu peux pas faire. Tu as tes limites. Et donc, quand les personnes appuient sur ce bouton-là, ça me baisse mon énergie. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, j'ai tellement plus d'énergie, c'est littéralement de l'épuisement, c'est comme si j'étais malade. Et voire même, si tu as tellement de stress, ça va avoir un impact physique sur ton corps. Bien sûr. D'où l'intérêt d'apprendre à bien se connaître. Et depuis que je me connais mieux, on a fait ce genre de coaching, donc c'est-à-dire la capacité à mieux connaître comment notre corps fonctionne, comment notre cerveau fonctionne, comment notre personne entière fonctionne. De ce fait, j'ai appris à mieux gérer, même si on fait encore toujours des petites erreurs, j'ai appris à mieux gérer le fonctionnement de mon corps, donc je suis bien moins fatigué, je suis moins épuisé. Super. Et du coup moins malade. Du coup, Nordine, comment s'est passée cette transition-là avec le cash? Si tu peux nous en dire un peu plus. Avec grand plaisir. Pour aller droit au but, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça, c'est quelque chose que je retrouve finalement dans toute ma vie. J'aime beaucoup parler. Et si tu cadres bien cette envie-là et que tu en fais un business, tu peux être payé pour faire ce que tu aimes faire. Parler. Et en fait, si je dis j'aime beaucoup parler, que je suis un peu plus précis, j'aime beaucoup transmettre. J'aime beaucoup transmettre, aider les gens, d'ailleurs que ce soit dans le pro ou dans le perso. Ça, c'est ma personnalité. Je suis comme ça. J'aime aider les gens. C'est une des choses qui me motive le plus, qui m'anime le plus, qui me donne le plus d'énergie. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire un business en fait. Si tu es payé pour faire ce que tu aimes faire, c'est le top. Et potentiellement, tu peux devenir bon dans ce que tu fais, puisque tu aimes le faire. Et surtout quand tu commences à avoir des retours positifs, en fait. Les gens disent, vraiment ça, par contre, c'est quelque chose que je souhaite vraiment à tous les entrepreneurs et à tout le monde en général. C'est quand ton client il vient de voir, ça m'est arrivé. La première fois que ça m'est arrivé, ça m'a vraiment touché. Et après, il vient de voir, c'est quelqu'un que j'avais accompagné, qui avait déjà eu de très beaux résultats. Et lui-même qui avait déjà beaucoup d'accomplissements. Il avait déjà fait sa hijra, ça permettait de la stabiliser. Il vient me voir, il m'a dit, écoute, Akhi,
vraiment en audio. Il m'a fait un audio spécialement pour ça. C'était pas dans le cadre d'une conversation. Il est vraiment venu voir pour me dire ça. Okay. Il m'a dit, Akhi, jazakallahu khayran, tu as changé ma vie. Ah, c'est fort. Et là, en fait, toute la fatigue, tout le stress, tous les problèmes, t'oublies tout. Parce qu'à ce moment-là, il te donne tellement d'énergie, tellement de satisfaction personnelle que tu dis, c'est royal ça. L'argent à côté de ça, ça vaut rien. Ouais. Bon, après, quand tu as besoin de payer tes factures, tu dis, je donne de l'argent, tu vois, mais à l'instant T, quand tu vis ça, tu as vraiment ce sentiment de dire, je suis sur la bonne voie. Ouais. Il faut continuer dans ce sens-là. Et donc, j'ai été toujours dans la transition entre, pas dans la transition, mais dans la vision de faire le business pour moi et en même temps d'accompagner les gens à le faire. Et j'ai toujours aimé transmettre, j'ai toujours aimé faire pour les autres, mais d'un autre côté, je voulais pas être que dans une position où je fais et j'arrive pas à transmettre, et là je m'amuse pas, ou pas assez, et dans une position où je ne fais que transmettre. Je savais que, parce que j'ai vraiment dans mes valeurs l'excellence, la volonté de faire de l'excellence, je savais qu'en étant que dans la transmission, j'allais ressembler au professeur. C'est-à-dire une personne qui, à un moment donné, dans un contexte précis, dans un environnement précis, a appris une science, une connaissance ou une notion, et il ne fait que la répéter pendant 5 ans, 10 ans. C'est-à-dire qu'entre le moment où il a appris et le moment où il transmet, peut-être que le monde a changé 3 fois, 4 fois, a changé 3 ou 4 fois. Surtout dans l'ère dans laquelle on est. Je sais pas, peut-être qu'à l'époque, il y avait un changement tous les 100 ans, et puis ensuite un changement tous les 50. Nous, à notre époque, on a un changement tous les 6 mois, quoi. Le monde change tous les 6 mois. Tous les 6 mois, tu apprends que c'est plus la même manière de faire du business ou de communiquer. Le monde va beaucoup plus vite, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, et le monde va beaucoup plus vite. Donc ouais, être connecté à la réalité du terrain et transmettre, c'est quelque chose, et c'est la vision que j'ai pour le business qui m'anime. Pourquoi t'es pas venu plus tôt cette chose-là justement? Parce qu'en définitive, parce qu'en définitive, je vois que toi et moi, on est pareil sur ce point-là, dans le sens où on faisait ça déjà gratuitement, on donnait de la valeur aux gens, on essayait de les aider. Et pourquoi c'est que pourquoi t'as pas fait avant ce déclic-là de je vais passer au justement transmettre, mais de façon qu'on me paye en cash si tu veux? En vrai, en tout cas dans ma vision, je pense que je l'ai toujours fait. Parce que quand j'étais prestataire, par exemple, pour la création de site web, j'apportais de l'information, mais j'apportais finalement une solution qui aidait les gens à améliorer leur vie, voire à changer leur vie. Quand j'apporte une solution qui va te faire gagner du temps, de l'énergie et plus d'argent, que je le fasse dans du coaching ou dans la prestation de service, j'avais vraiment cette vision-là de rendre service. C'est-à-dire que même les gens aujourd'hui, quand ils me payent, si une personne me paye un coaching à 10 000 euros, 15 000 euros, 30 000 euros, j'ai l'impression qu'il est plus gagnant que moi dans ce que je vais y transmettre. La personne me paye 15 000 euros, derrière l'ingénieur 800 000 ou 1 million ou plus d'1 million, j'ai le sentiment de m'être fait avoir en fait. Je dis, tiens, j'aurais dû facturer plus. Ça, la pensée vient, tu vois. Je me dis, c'est bon, c'est du gagnant-gagnant. Ou tu dis, peut-être que j'aurais pu prendre un pourcentage. Et c'est quand j'ai ce genre de pensée-là, que je trouve pas très saine, que je me dis, c'est bon, j'ai atteint mon objectif. Parce que la personne, elle m'a payé un prix largement inférieur à ce qu'elle a obtenu. Et là, je me sens vraiment épanoui à tous les niveaux. Je me dis vraiment, je l'ai aidé. Ça a été éthique parce que j'ai le sentiment que la personne, elle a vraiment eu plus que ce qu'elle a payé. Et en même temps, j'ai son retour qui vient valider. Après, ça a changé ma vie. Par exemple, ça m'est arrivé là, il y a... Ça fait vraiment plaisir. un de mes élèves qui est venu me voir, ça fait plusieurs mois que j'ai pas de nouvelles. Il revient me voir et me dit, écoute, Nordine, juste un message pour te remercier pour tout ce que tu m'as apporté. Parce que dans le sens où j'avais pas compris à l'époque, et maintenant j'ai compris, là j'applique. Ça fait des mois que j'ai pas de nouvelles en fait. Et là je reviens. Son niveau de conscience a évolué. Son niveau de conscience a évolué et on revient se focus. Et il comprend qu'en fait, à l'époque, c'est aussi un peu ce qui arrive quand tu es jeune, mais à l'époque, quand tu es plus jeune, tu as la fougue. Quand tu débutes, tu as une certaine fougue. Donc tu n'es pas encore prêt à écouter dans le sens appliquer derrière. Et de ce fait, eh bien, comment dirais-je, tu t'auto-sabotes dans temps, voilà. Et moi, ça me fait sourire parce que j'étais exactement dans la même position. D'accord. Donc on passe tous par ce genre d'étapes. Du coup, on en vient à l'immersion, où on est actuellement. Là, on est vraiment décontracté, c'est la fin de l'immersion, etc. Comment t'es venu cette chose-là de l'immersion? Parce qu'en définitive, tu aurais pu faire d'autres formats. Et comment t'es venu cette idée d'immersion? Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est la première émission que tu fais sous ce format-là, je veux dire? Ouais, que je distribue, ouais. Que tu distribues, oui, ouais, c'est ça. Du moins, pas en tant qu'assistant, mais vraiment. C'est ça. En tant que vraiment organisateur, ouais, c'est la première immersion. Ok. Bon, forcément, en tant que perfectionniste, eh bien, je vois plein d'axes d'amélioration. Tout à fait. Mais pour répondre à ta question sur comment c'est venu, il y a bien sûr plusieurs critères. Déjà, c'est une période de ma vie qui fait que
j'avais envie de le faire, donc j'ai vraiment fait pour m'amuser. On parlait de ça tout à l'heure, l'amusement. Et j'ai vraiment fait pour m'amuser, parce qu'en termes de rentabilité, c'est pas intéressant. On peut mieux faire. faire. De poche, mais c'est pas, voilà, c'est pas, comme tu as dit, on peut mieux faire. Et l'une des raisons principales pour lesquelles je l'ai fait, pour être très transparent, je l'ai fait pour moi. C'est pour moi. Dans le sens où je savais que ramener une équipe de personnes ambitieuses, avec la volonté d'entreprendre, et les isoler du monde extérieur, c'est-à-dire hostile, les isoler d'un environnement hostile à leur réussite, je savais qu'en l'isolant pendant une semaine, je leur donne un maximum de valeur, ils allaient avoir mais un ensemble de déclics qui les emmènerait à atteindre un niveau de point de non-retour. J'ai trop goûté aux bénéfices, j'ai trop maintenant envie d'aller faire du business. Je peux plus revenir en arrière. J'ai plus la flemme de revenir en arrière. Ce qui s'est passé pour en particulier, je vais pas dire son nom dans la vidéo, mais qui n'a pas dit ouais tu m'as débloqué là-dessus, ça il y a eu un déclic, etc. Et ça m'a fait plaisir. Il l'a dit pour moi aussi mon intervention. Ouais. Il l'a dit plein de fois pour toi. Et donc le pari que tu as eu, il est totalement gagnant par rapport à ça. Et je me dis, et là on est qu'au début, parce qu'il y a la suite maintenant. Donc chacun va rentrer chez lui, dans son environnement. Et c'est pas terminé en fait. Justement, je me suis inspiré des immersions que moi j'ai pu faire chez notre propre coach. Et j'ai essayé de voir ce que le frère faisait bien, parce que les autres, de manière générale, parce que j'ai essayé de m'enseigner aussi, ce que les autres faisaient de bien, et ce qui pouvait être amélioré. Comme par exemple la prise en compte des profits de tout un chacun, surtout vis-à-vis de l'amusement. Ceux qui avancent plus vite que d'autres. Voilà, ceux qui avancent plus vite que d'autres. On a tous des personnalités différentes, donc j'ai essayé vraiment de faire un contexte et une animation adaptée à chacun des profils. Donc forcément, après, il y a des choses que tu fais bien, plus ou moins bien, mais de manière générale, ce qui ressort, c'est que les gens n'ont pas eu l'impression d'être non plus en prison, et ils n'ont pas eu l'impression d'être enfermés, ils n'ont pas eu l'impression que c'était trop intensif, alors qu'on a fait beaucoup d'heures. Donc dans le programme, on se levait très tôt. Je vais pas dire l'heure ici pour pas faire peur à tout le monde. On se levait très tôt et on faisait des journées très longues, très complètes. Mais en même temps, comme il y a un bon environnement qui vient en fait te permet de décompresser, que ce soit la piscine ou l'environnement en dehors de la villa, ça te permet de retrouver l'énergie pendant la semaine pour profiter un maximum des bénéfices que tu peux tirer de cette semaine, de telle manière à ce que tu puisses être armé, et là le choix des mots est volontaire, que tu puisses être armé pour venir affronter l'environnement dans lequel tu vas revenir quand tu rentres, et pour aller prendre les outils indispensables pour mettre en place ton projet et aller réussir et atteindre les objectifs que tu veux atteindre. J'ai pas de doute que tu leur as transmis ce qui était nécessaire pour pouvoir avancer dans tous les cas. Du coup, on arrive à la fin de cette interview. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter, quel est l'avenir, même si on ne connaît pas l'avenir bien entendu, mais qu'est-ce que toi tu te projettes pour Hijra Pro, et pas que, pour aussi Nordine, parce que Nordine ce n'est pas que Hijra Pro, Hijra Pro n'est pas que Nordine. Bien sûr. Si je commence par Hijra Pro, et en particulier avec cette immersion, je me suis rendu compte que le voyage en fait dans cette villa, donc là on l'est peut-être pas jusqu'à maintenant, mais on est actuellement à Djerba, en Tunisie. Une ville magnifique, vraiment. Elle a le pseudo de Djerba la Douce, elle a le surnom plutôt de Djerba la Douce. Et effectivement, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que vraiment, j'ai déjà fait quand même plusieurs pays musulmans, que ce soit le Maghreb, que ce soit le Moyen-Orient, que ce soit... Enfin voilà, j'ai fait pas mal quand même de pays musulmans. Et vraiment, c'est la première fois, ou une des premières fois que je trouve un environnement aussi doux. Ça me fait penser, ça me rappelle un peu Médine en fait. C'est doux. C'est deux choses différentes bien sûr, mais c'est vraiment doux. Les gens sont calmes, ils sont apaisés, ils sont pas stressés, il n'y a pas de bouchons. C'est beau, c'est beau, c'est des très beaux paysages. C'est pas mal fréquenté. Enfin voilà, c'est vraiment. J'étais agréablement surpris. D'ailleurs, j'en profite. J'ai croisé un ami et je lui ai dit mais en fait, je t'en veux. Tu m'as pas dit que c'était comme ça. Djerba, il est originaire de cette île et juste t'en veux. Et donc justement, ça me fait rappeler un poème de l'imam Shafiri que j'aime beaucoup, qui parle justement de la Hijra. Et si je prends juste un passage de ce poème, il dit que celui qui ne voyage pas, il est comparable à l'eau stagnante. Elle putréfie, et donc il y a du mal qui en ressort. Les gens ne peuvent pas s'en abreuver, et donc il n'y a que du mauvais qui en ressort. Il dit à l'inverse, une personne qui voyage, elle est comparable à l'eau courante. Elle est fraîche, utile aux gens, et en fait elle apporte un grand bien de manière générale à la personne. Et en fait là, le fait d'avoir fait cet effort-là, de voyager, en fait m'a ouvert les yeux sur de nouvelles opportunités et sur une nouvelle vision aussi du business. Forcément, ça ouvre le cœur. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs j'avais fait cette immersion.
Ça me fait sourire parce que c'est toi qui m'as dit la dernière fois qu'on s'était vu qu'à chaque voyage dans ta vie, tu franchissais une certaine étape. Ouais, c'est vrai. Et là, c'est clairement le cas parce que forcément, il y a des choses qui s'activent et je vois de magnifiques opportunités dans Djerba et d'émerger après Pro. Et justement, l'une des visions que je défends pour Pro, c'est le fait de rendre l'entrepreneuriat accessible, peu importe où on est dans le monde. Et justement, ce que je voudrais développer à présent, au moment où on se parle, c'est de développer justement le côté international de Pro. Puisque maintenant, il commence à y avoir des Mohajiroun dans le monde entier, depuis longtemps, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de cette science, qui ont besoin de ces coachings pour stabiliser leur hijra ou pour la concrétiser, en fait. Et donc, il y a vraiment, on vit vraiment une époque là, actuellement, on en a parlé plusieurs fois, toi et moi, on vit une époque où il y a une véritable opportunité, il y a un véritable levier à activer, là où la majorité des gens n'ont pas accès par manque de science, par manque de connaissances, par manque de compétences, n'ont pas accès à ce genre d'opportunité. Et là, aujourd'hui, là, je vois vraiment qu'il n'y a plus qu'à... La clé, ça y est, on l'a tournée, on a déverrouillé la serrure, il n'y a plus qu'à passer la porte et avancer. C'est mon credo chez Alpha Muslim, c'est d'aider les gens à s'émanciper en faisant, du coup, en ayant une indépendance financière, mais aussi géographique. Donc, je pense que c'est une mission que la Oumma a besoin, sans vouloir faire la personne à notre échelle, bien entendu. Et j'avais bien aussi aimé, je ne sais pas si on peut en parler un peu, tu avais une mission de fait d'avoir des points dans plusieurs pays, un truc que tu aimerais bien développer. Et franchement, j'ai bien aimé ça. Et je demande à Allah vraiment que tu arrives à développer ça, parce que c'est d'utilité pour la communauté. Je rebondis juste sur ce que tu viens de dire ici. C'est quand tu demandes que Allah il m'accorde cette chose-là. C'est bien aussi une nirma que nous on a chez nous, les musulmans. C'est qu'en fait, on peut vouloir un bien pour les autres et qu'ils réussissent. Et on a conscience comme ça, c'est pas un frein pour nous, bien sûr, parce que notre substance est déjà déterminée. Et au contraire, on s'entraide les uns les autres, on avance. Tout à fait. Et par rapport à ce que tu dis à l'instant, toute proportion gardée, chacun essaie d'apporter sa pierre à l'édifice, comme on dit. Tout à fait. Et au final, on a une belle structure. Et donc effectivement, pour développer cette vision, la vision que j'ai pour Je Rapprends, c'est qu'en fait, dans chaque grande capitale des pays de la communauté, eh bien, pour une personne qui désirerait devenir indépendant, se libérer, gagner en liberté, n'est qu'un pas de porte à pousser. Donc, ce serait d'avoir vraiment une agence, voilà, une pignon sur rue, avoir une agence dans chaque capitale ou les grandes villes de ces pays-là, de telle manière que la personne qui aurait besoin de conseils, qui aurait besoin de s'en sortir, qui aurait vraiment la volonté de changer sa vie, je dirais même aller encore un peu plus loin, de ne plus tolérer sa situation actuelle et se libérer définitivement, n'est qu'un pas de porte à pousser et qui puisse trouver une équipe prête à l'accueillir. C'est vraiment la vision effectivement que j'ai fait pour Je Rapprends. Et du coup, pour Nordine Et pour Nordine, c'est d'être évidemment moteur de cette vision. Mais plus que ça, j'ai aussi compris quelque chose dans toutes les épreuves que j'ai vécues en tant qu'entrepreneur. Quelque chose que j'ai compris, que ce soit à long terme ou plus récemment. J'ai compris aussi que le moteur, au bout d'un moment, quand il n'y a plus d'essence, t'avances plus en fait. Et donc, il va falloir passer un cap maintenant pour Nordine, à Boulaïf. D'accord. Et c'est-à-dire ce cap-là, c'est passer le cap vraiment de l'entrepreneur. Et de prendre une nouvelle casquette et avoir des ambitions un peu plus élevées que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant pour entrer beaucoup plus dans la masse. C'est-à-dire que pendant longtemps, à cause de mon côté perfectionniste, c'est comme ça que j'identifie, je suis vraiment resté dans l'objectif de faire que des prestations qui étaient parfaites ou de se rapprocher dans le sens de quelque chose de vraiment idéal. Et là maintenant, l'objectif, ça va être de donner accès à cette science auquel j'ai pu avoir accès, à ces connaissances, à ce savoir-faire, à cette énergie au plus grand nombre. Je voudrais vraiment maintenant commencer à ouvrir les portes, ce que je n'ai pas fait jusqu'à maintenant. C'était vraiment limité, j'ai vraiment du mal à partager cette chose-là. Et là aussi, ça va être de rentrer dans une phase de partage beaucoup plus ambitieuse, vraiment à l'échelle internationale. Inch'Allah, et qu'Allah te l'accorde. Et je pense vraiment que il y a toutes les clés, tous les outils en ta possession. Bien sûr, il y en aura d'autres qui viendront compléter par peut-être des épreuves. Mais si... Et si ça vient, quand on nous accorde la patience. Exactement. Amen. Barakallahu en tout cas ça fait vraiment plaisir de faire cette interview et je pense que ton parcours il est inspirant de par les épreuves qui t'est arrivé. On aura pu faire pendant encore 1 heure ou 2 je pense d'interview. Mais je pense que c'était nécessaire pour que les gens apprennent à te connaître et puissent peut-être s'identifier même à toi ce que tu as vécu. D'ailleurs si je devais conclure et donner un conseil, si je peux me permettre de mettre dans cette position là, c'est vraiment plutôt que de donner un conseil, je vais donner un retour d'expérience. Je me suis rendu compte maintenant, j'en suis je crois bientôt, comme je dis, à ma 12e année d'entrepreneuriat, je me suis rendu compte d'une chose,
malgré toutes les sciences que j'ai pu acquérir, donc j'ai investi près de 60 millions en formation. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. Voilà, investir aussi. Malgré toutes les formations que j'ai pu faire, tous les coachings, toutes les causes que j'ai pu faire, vraiment au final, tout revient à une chose, c'est quand tu reviens vers ton Seigneur, tu es gagnant. Quand tu t'écartes de ton Seigneur, tu es perdant. Dans tous les cas, tu peux faire toutes les causes que tu veux, tu reviens à ton Seigneur, tu vas être gagnant, ici-bas et là-delà. C'est vraiment la conclusion qui, si la personne l'applique, sera bien mieux que de faire toutes les formations. Maintenant, si la personne applique les deux, les formations et se remettre à son Seigneur, ou se remettre à son Seigneur, ensuite faire les causes, vraiment, c'est une cause de réussite majeure. D'ailleurs, c'est le plus dur, c'est trouver l'équilibre entre ton business, ta religion, et justement ne pas trop se rapprocher de la dunya et de s'écarter de son Seigneur. C'est un piège qu'on peut facilement tomber. Et la nia qu'il faut sans cesse renouveler. Tout à fait. On est d'accord. Amin. Barakallahu fik, Nordine. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.